Pour clôturer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Jaouer Alala, qui est fondatrice et PDG de Sysnaps. Elle vient nous parler d'une thématique au cœur des préoccupations actuelles, qui est comment l'intelligence artificielle peut aider à combiner croissance et développement durable. Bonjour Madame Alala. Bonjour, donc Jaouer Alala, de la société Sysnaps, donc cofondatrice avec mon associé Didier Rousseau, déjà depuis 16 ans. Et on est une solution logicielle qui permet de faire de l'éco-gouvernance et de la gestion du cycle de vie efficient des données. On va vous expliquer pourquoi, parce que pour faire de la data et de l'analytique et de l'IA, en fin de compte, il y a une manne, on ne peut pas faire pas d'IA sans data. Et donc on va expliquer un petit peu tout ça et comment on travaille sur le privacy, comment on s'appelle, sur le project by design, pour pouvoir arriver à lancer des use cases autour de la data et de l'IA. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu. Hop, on va avancer. Tac. Alors, comme je vous le disais, donc, qui sommes-nous? Donc nous, on existe déjà depuis 16 ans, comme je le disais. Hein, on a été labellisé Solar Impulse. On a également été retenu par la Caisse des dépôts pour la data au service de l'accélération de la transition énergétique. J'ai été également femme de l'innovation cette année, hein, grâce à l'usine nouvelle. Et on a été choisi aussi comme acteur de la transition, justement sur cette complexité de la data qui augmente de façon exponentielle au travers des connecteurs, de cet engouement autour de la data, aussi de l'Europe qui veut que la moitié de son économie soit portée par la donnée, aussi cette surveillance et ce contrôle autour de ce nouveau modèle économique qu'on doit trouver, hein, autour de la durabilité, donc de la comptabilité extra-financière. Donc on va ajouter de la donnée sur de la donnée, et donc on voit effectivement que là-dessus on est en train de rentrer dans une gabegie des données, donc énormément de données. On n'a pas l'habitude, on a surtout l'habitude d'utiliser et de faire des développements numériques, mais on n'a pas l'habitude effectivement de maîtriser l'intégralité de son patrimoine de données. Et là, on est parti dans un nouvel engouement, encore de plus en plus donc énergivore, hein, qui est également lié donc à l'IA. Donc voilà, on a une technologie qui permet aux clients de se réapproprier très rapidement son patrimoine de données, hein, que ce soit que ce soit structuré, non structuré, au niveau des IoT, etc., pour pouvoir vraiment l'exploiter. Et on a un principe de maintenabilité de ce modèle de données qui va permettre aux clients d'être en mesure de faire des actions récurrentes et de pouvoir maîtriser toute cette partie-là. Donc il y a des ROI forts, hein, donc moins 40% sur les temps de projet data IA. On aide le client à réguler et donc à prendre en compte toutes les parties réglementaires qui sont de plus en plus fortes autour de la donnée. Donc moins 40% sur les temps de projet numérique data IA. Un time to market important. Donc effectivement, on avait été benchmarké par un client. On était même arrivé là où nos concurrents proposaient 2 ans et demi. Nous, on a réussi à faire le projet en 9 mois. Et on va jusqu'à 50% de la réduction de l'empreinte carbone énergétique et spatiale des données. Parce que la donnée, c'est peut-être immatériel, mais ça prend de la place. Et ça, du coup, ça coûte de l'argent aussi. Tout à fait, et en plus ça coûte de l'argent, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ça fait 16 ans qu'on existe, pas pour justement réduire l'empreinte carbone, hein, de nos clients, mais ils viennent nous voir tout simplement parce que ça permet surtout de réduire le coût de l'infrastructure. On voit que l'énergie augmente, donc les coûts de l'infrastructure également, l'expérience utilisateur, et également d'optimiser l'ensemble des process pour arriver à fournir des choses en temps réel. Donc ça se positionne comment? Donc nous, ce qu'on s'est dit, finalement on s'est réveillé un jour, on s'est réveillé grâce à notre technologie, notre algorithme, on s'est dit finalement on pourrait peut-être faire rentrer la donnée dans l'économie circulaire. Et donc vraiment on a fait ce pari en se disant on produit, on exploite, on consomme, et ça c'est plutôt linéaire, un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de voir avec le papier, le plastique, etc. qu'on recycle. Et finalement pourquoi pas le faire au niveau de la donnée? Et donc ce qu'on s'est amusé à faire, c'est de se dire, puisque pendant des années on a pris en compte des règles de gestion hyper complexes, des durées de conservation hyper complexes, on s'était dit on travaille déjà sur l'obsolescence, on va travailler sur la redondance et on va travailler sur la trivialité, hein, qui correspond à la qualité des données, et on va permettre aux clients de minimiser. Donc on est vraiment sur une première partie, hein, qu'on voit ici, qui est la partie régule, hein, qui va permettre justement déjà de minimiser, de maintenir en production. Alors c'est là où effectivement nous on intervient chez des clients, où on va dire effectivement vous avez des données qui sont des données historiques, qui sont dans des espaces de haute disponibilité, qui vous coûtent extrêmement cher. Eh bien on va retirer ces données qui sont redondantes, obsolètes et triviales, on va les mettre dans des espaces de moins en moins énergivores, et on va même aller jusqu'à mettre en veille ou éteindre ces machines.
J'aimerais insister sur cette partie en fait de cartographie et de détection, on va dire d'identification des données, parce que il y a quand même pas mal d'entreprises qui se rendent, notamment dans l'industrie, ils se rendent pas compte aujourd'hui de combien de données elles ont, où elles sont stockées, et en fait ils savent qu'il y a une base de données, mais pas forcément ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Et en gros, on se trompe toujours. On se dit on veut lancer un use case d'IA, mais il faut savoir que certains use cases ne se lancent pas et que derrière, dès le début, on abandonne parce que on n'a pas les données nécessaires pour pouvoir le faire. Donc là, effectivement, avec les connecteurs, avec les données d'historique qu'on peut avoir, et encore des fois, on a décommissionné des systèmes et on ne se préoccupait pas que finalement on avait de l'or derrière nous, enfin tout un historique qu'on aurait pu utiliser. Donc cette donnée, ce patrimoine, il faut le voir d'un point de vue chaîne de valeur. On voyait effectivement mes camarades qui sont passés tout à l'heure, on voit bien, il y avait le parcours du talent qui était abordé, il y avait également la pré-production, la production et la post-production, à quel moment on peut faire intervenir l'IA autour de tous ces sujets, et donc l'importance de maîtriser son patrimoine de données, mais patrimoine informationnel également, et quand je parle de patrimoine informationnel, ce sont ces processus, ce sont ces parcours, ce sont les acteurs et l'organisation de l'entreprise pour pouvoir travailler sérieusement finalement sur de la qualité, on parlait beaucoup effectivement de qualité, d'optimisation et d'utiliser l'IA à bon escient par rapport à ces sujets. Donc voilà, et l'idée aussi, c'est qu'il y a énormément de réglementaires. Donc quand on réduit le volume, c'est parce que aussi le RGPD impose aussi cette finalité de traitement. Donc comment utiliser une donnée aussi qui est sensible, qui est critique pour le business, parce qu'il n'y a pas effectivement que des données personnelles qui sont critiques, et faire de l'éco-conception maintenant, on ne fait plus n'importe comment. Il y a de l'éthique aussi qui intègre tout ça. Donc dès le début, il faut réfléchir au projet qu'on va mener, et donc il y a énormément de by design qu'il faut penser. Donc c'est vraiment ce qu'on fait au niveau du régule. Dans le Reduce, on va vraiment calculer et être en mesure de permettre aux clients d'extraire les informations pour les mettre dans ces espaces qui vont bien, qui peuvent être des jets, qui peuvent être aussi des bases de données intermédiaires, etc. Vous avez ensuite le reuse. Le reuse est important, comme on le disait tout à l'heure, l'entreprise n'a pas toutes les données. Donc, il va falloir comprendre que dans l'économie de demain, ce sera cette capacité à aller chercher des données et que de partage finalement de la donnée se fasse. Donc c'est intéressant, on voit qu'il y a du partage qui se fait sur des données open data, on voit aussi que ça se fait également au niveau donc des algorithmes, et ça c'est important, parce qu'en gros l'idée c'est de ne pas refaire les choses, parce qu'en refaisant les choses, déjà c'est d'un point de vue énergétique et d'empreinte carbone, ce n'est pas une bonne chose. Et on va tout de suite abandonner un use case si on n'a pas les données. Donc c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe à l'extérieur et où on peut aller chercher la donnée. Et c'est ce partage-là qui va permettre justement d'arriver à répondre à des problématiques de rentabilité ou de durabilité. Et donc le recyclage, c'est quoi? Effectivement, c'est toute cette donnée d'historique qu'on a gardée. On a le droit de la garder. Très bien, on peut demander le consentement pour la garder plus longtemps, ou bien tout simplement on va l'agréger, l'anonymiser, et on va pouvoir la recycler. Donc c'est le même principe que n'importe quel type de produit, on va le repackager pour le remettre à disposition et le re-rentrer dans la machine finalement analytique et autres. Alors nous on aime bien, parce que finalement c'est notre raison d'être sur ce sujet. C'est effectivement, il y a effectivement cette pyramide qui est intéressante, qui explique que la data se transforme en information, qu'elle se transforme en connaissance et qu'ensuite elle se transforme en sagesse. Alors tout le monde se pose la question et tout le monde n'a jamais su finalement à quoi correspondait la sagesse. Alors nous on s'est dit finalement la sagesse c'est de partager. Partager pour répondre à ce wedding cake qui est donc les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et comment finalement on peut répondre à des vraies problématiques. Et donc maintenant de toute façon avec la comptabilité extra-financière, on est dans l'obligation maintenant de montrer la société doit avoir une raison d'être et doit aller vers des usages et des services qui vont également sur la durabilité. Alors si on descend donc la première partie qui est effectivement cette data, effectivement cette information, cette connaissance et cette source, finalement c'est quoi? C'est tous les secteurs d'activité maintenant. Il n'y a pas un seul secteur d'activité qui n'est pas numérisé, mais il n'y a même plus un seul secteur d'activité qui n'a pas de données, qui n'a pas besoin finalement de collecter des données supplémentaires. Mais on a effectivement ce big data qui qui empêche finalement cette transformation, puisqu'on ne sait pas où sont nos données, elles sont volumineuses, il y a de la vélocité, de la variété, il faut en déterminer sa valeur, la véracité et la variabilité. Et à partir de là, on se dit, très bien, nous, on arrive finalement à permettre aux clients de gérer toutes ces contraintes et d'avoir cette vision sur son processus, mais après, il faut déterminer sa maturité data.
Alors c'est ça qui est intéressant dans cette maturité data. Alors on va l'aborder déjà d'un point de vue très, comment on va dire, très rentable, hein. C'est ce qu'on fait actuellement sur les données. Et on peut voir ici effectivement que vous avez une maturité. Alors comme je le dis souvent, l'IA c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Donc voilà, on va pas non plus tirer on va sur une mouche avec un bazooka. Donc ce que je dis souvent à mes clients qui arrivent avec des idées. Donc déjà, première étape, c'est déjà réfléchir en interne quels sont les use cases qui sont pertinents à mettre en œuvre. Donc nous, on va créer des projets avec le client, on va essayer d'identifier les données qui sont concernées, mais surtout, on va déjà commencer à travailler sur le use case. Alors, d'un point de vue analytique, alors, il y a ce qu'on appelle la BI traditionnelle, vous avez ensuite le business analyse et le self-BI, vous avez aussi de la business analyse et l'IA, enfin on rentre enfin dans l'IA, et vous avez l'IA au sens large, hein, machine learning, deep learning et l'IA générative. Alors en fin de compte, vous avez différentes étapes. L'analyse descriptive, c'est ce qui est arrivé. L'analyse exploratoire, c'est vraiment quelle tendance se dessine. L'analyse par diagnostic, c'est pourquoi c'est arrivé. L'analyse prédictive, que va-t-il probablement arriver, et l'optimisation, donc c'est comment maximiser, minimiser les objectifs spécifiques, et puis l'analyse prescriptive qui, elle, permet de dire quelle action prendre pour influencer l'avenir. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est important quand on va définir avec nos clients, donc via notre solution, on va créer ce fameux projet, et ensuite on va lui dire très bien, maintenant on va évaluer ce projet. Donc ce projet, on va le rentrer dans la case analyse très descriptive, monsieur le client, c'est pas de l'IA. Alors il faut dire, on a été choisi par BPI en tant qu'expert du DIAC Data IA pour aider les entreprises à accélérer leur transformation avec la data IA. Et on a cette méthodologie justement pour permettre, donc de façon très ludique aussi, hein, parce que c'est des acteurs aussi qui n'ont pas l'habitude effectivement d'aborder ces sujets-là. Et bien en gros, on va faire rentrer les use cases qu'on va imaginer avec eux après leur avoir donné une vision de leur chaîne de valeur et de la maîtrise de leur processus. On arrive avec des standards quand même pour les aider, parce que souvent aussi les entreprises ne maîtrisent pas leur processus. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une déception parfois quand vous leur dites « Attendez, soyez réalistes, vous n'avez pas besoin du truc hyper shiny, de la Rolls-Royce ». En fait, un petit modèle peut vous servir, être plus efficace pour ce que vous avez besoin. Est-ce qu'ils ne sont pas parfois un peu « Ah, je voulais avoir le gros truc ». Non, parce qu'en gros, ils se disent, tiens, c'est bien, parce que finalement, on ne va pas se lancer dans... Il faut savoir que l'année dernière, on avait fait un constat, hein, il y a des constats qui avaient été faits, que seulement 3% des projets IA réussissaient. Oui, bien sûr. Donc après, nous, on arrive de façon pragmatique, et on va réfléchir avec eux justement sur un modèle IA, et en fonction de l'entreprise, si c'est pour ses talents, on parlait de talents tout à l'heure, donc est-ce qu'on ne peut pas mettre des outils de veille, est-ce qu'on ne peut pas mettre des choses très intéressantes qu'on peut faire maintenant avec des IA comme OpenIA. On a aussi effectivement tout ce qui concerne leur logiciel eux-mêmes, hein. Donc eux, ils veulent pouvoir apporter de la valeur à leurs clients, et ils se disent, nous, on a plein de données, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Et donc voilà, donc on arrive finalement à trouver quelque chose à faire, et en même temps, ils se disent, c'est bien, finalement, on a compris qu'il y avait une maturité, et quelque part, on la suit, et donc ils sont plutôt friands de méthodologie, donc ils sont plutôt assez intéressés. On a travaillé pour une région également, donc au début, ils sont arrivés en nous disant IA, parce qu'effectivement, c'est un grand truc à la mode, hein. Et on leur a dit, non, pour ça, d'abord, ce serait hyper énergivore de créer quelque chose. De toute façon, je pense que d'ailleurs, en termes de coûts, on n'avait pas les moyens. Oui. Et donc, on peut utiliser, parce que ce sont des données qui ne sont pas des données sensibles, mais ce sont des données publiques, et bien, on pourrait très bien utiliser finalement des outils d'IA générative. Donc pas de problème effectivement pour les pousser là-bas. Par contre, toutes les données qui sont vraiment liées avec un niveau de criticité important, on va développer effectivement une solution qui va être donc de open source avec des algorithmes open source. Voilà, donc il faut vraiment vraiment réfléchir au contexte de l'entreprise, de ses contraintes, essayer de trouver le chemin le plus court. Ça c'est vraiment notre principe, hein. Réduire l'empreinte carbone, c'est de faire de la logistique de la data, tout simplement comme on fait de la logistique des transports et autre chose. Donc voilà, donc en gros, il faut vraiment avoir ce mindset en tête. La donnée, elle a une matérialité et il faut effectivement réduire son empreinte.
Alors, je vais passer au suivant. Alors, juste pour vous donner quelques exemples, hein, mais très rapidement, pour l'analyse descriptive, on va être plutôt sur des tableaux de bord de monde historique. Pour de l'analyse diagnostique, on va être sur l'analyse de données de services clients pour comprendre les causes de plainte. Alors, je saute hein, certains éléments, hein, donc on voit l'écran. Sur l'optimisation, c'est l'optimisation de la logistique pour minimiser les coûts de transport. Et puis après, l'analyse prédictive. Hein, tout ça, bien entendu, ce sont des exemples, hein, mais pour vous donner à peu près une visibilité hein, sur les use cases qu'on peut mettre en place, hein, des systèmes de recommandation qui prescrivent des actions de marketing personnalisées. Donc là, vraiment, on touche à quelque chose de très précis, à l'humain, à la personnalisation, pour augmenter la conversion des clients, donc un niveau de complexité assez compliqué. Donc là, on est plutôt sur de la rentabilité. Donc on voit effectivement mon petit personnage hein, qui est là et qui attend pour partager quoi. Et donc, eh bien, il va partager. Et donc, on rentre là dans la durabilité. Et donc là, c'est intéressant, c'est que finalement, pour le passage finalement de l'IA rentable à l'IA durable, en fin de compte, il n'y a qu'un pas. Finalement, il n'y a pas grand-chose. On garde le même niveau de maturité et on va aborder des sujets en associant des objectifs de développement durable. Et on voit notre petit personnage, effectivement, qui est là pour partager, parce que là, effectivement, les territoires ont besoin de données pour pouvoir urbaniser leur territoire. Les entreprises également ont besoin d'aller chercher de l'open data pour imaginer encore d'autres use cases. Et pour vous donner un ordre d'exemple, hein, donc pour l'ODD 13 hein, qui est lié au climat, voilà, on va faire des tableaux de bord montrant les tendances des émissions de CO2 par rapport à des objectifs climatiques. Vous voyez, en fin de compte, on n'a pas besoin d'IA pour ce type de sujet. Et si on va un peu plus loin, donc pour l'optimisation, on a des algorithmes pour optimiser les horaires et les itinéraires de transport en commun afin de réduire la congestion de la pollution. Et pour aller encore plus loin, hein, donc, on a effectivement des systèmes prescriptifs qui suggèrent des rotations de culture et des méthodes de labourage pour maintenir la santé des sols. Et on a même l'Europe qui avait lancé des satellites, hein, justement pour spécifiquement pour déterminer les fuites de méthane, etc. On est vraiment dans un objectif fort de durabilité. Hein. On voit qu'il y a un investissement fort de l'Europe à ce sujet. Et voilà, mais quel que soit le niveau de l'entreprise, on a des moyens finalement d'agir au travers de la data et aller jusqu'à l'IA. Et donc, important de ne pas se tromper finalement de technologies et d'outils pour pouvoir y répondre. Alors, excusez-moi, je ne t'ai pas passé sous la bonne slide. Donc c'est celle-là. En fin de compte, comme je disais, le pas, c'est vraiment de passer de l'aspect rentable à l'aspect vraiment durable et de se dire que finalement, c'est pas si complexe que ça. C'est juste un changement de mindset. Donc c'est vraiment de se dire à un moment donné, de toute façon la contrainte arrive hein, sur ces sujets et sur cette comptabilité extra-financière. Et donc voilà, l'entreprise doit effectivement aller dans ce sens. Alors, je mets juste mon truc, mais c'est vrai qu'on aime bien notre logo, c'est le petit colibri, et donc on est convaincu que pour que justement on arrive à répondre à toutes ces problématiques liées à la data, c'est que la data est un poison, mais là on sait réduire finalement son côté négatif fortement énergivore et par la réduction de la redondance, l'obsolescence et la trivialité, mais c'est aussi l'antidote. Et donc il faut se fédérer, il faut partager, il faut effectivement essayer de répondre au maximum aux contraintes, aux objectifs de développement durable pour effectivement aller plus vite dans la transformation et la transition que l'on vit actuellement dans notre société, dans le monde actuellement, quoi. Et d'autant plus que de nouvelles régulations arrivent. Vous aviez évoqué le RGPD, mais il y a le Data Act et d'autres qui arrivent au niveau européen, qui vont aussi avoir d'autres enjeux à la fois de gouvernance, de partage de données, mais de potentiel business avec l'exploitation de données qui seront aussi ouvertes. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Merci Madame Alala pour cette présentation. On est à la fin du temps. La supply chain de la data, très intéressant et ça doit parler à ceux qui nous écoutent de l'industrie. Merci à tous de nous avoir suivis en ligne. On vous retrouve très vite sur l'usine nouvelle et l'usine digitale. Bonne journée et à bientôt.